C'est une question difficile parce que la question démocratique a beaucoup progressé, disons, depuis une dizaine d'années. En tendance générale, je nuancerai plus tard. Il y a eu l'adoption d'abord, par exemple, la suppression, l'abolition de la peine de mort, avant même que l'AKP ne parvienne au pouvoir. Et l'AKP lui-même a fait passer toute une série de lois. Il y a eu également, par exemple, la reconnaissance en tant que question politique de la question kurde, et ça je crois que c'est une très très grande avancée. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la remise en question de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté par le président Erdogan, et avant même qu'il ne devienne président de la République, lorsqu'il était Premier ministre. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'autoritarisme de la République reposait depuis la Première Guerre mondiale sur une définition implicite en termes ethno-confessionnels de la citoyenneté. Et cette République de Turquie, on la présentait toujours comme une République turque. À partir du moment où vous avez le premier responsable du pays qui reconnaît politiquement la question kurde, qui la désigne en tant que question kurde, qui parle aussi, même s'il n'apporte pas toutes les réponses utiles de la question arménienne, à partir du moment où explicitement il récuse toute définition ethnique et même toute vision nationaliste, quand bien même il serait assez nationaliste lui-même, mais il y a au moins ce discours. Je crois que c'est une rupture sémantique, mais également philosophique, considérable avec cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté turque qui marginalisait les Kurdes, les chrétiens, les juifs, et qui quand même avaient d'une manière ou d'une autre légitimé, par exemple en 1955, le pogrom anti-grec à Istanbul. Donc je crois que là il y a une avancée considérable, et d'autant plus considérable que dans le même temps on voit par exemple l'extrême droite populiste identitaire s'affirmer en Europe, ou Israël se définir de plus en plus comme une ethnocratie remettant en cause la citoyenneté israélienne des Arabes, tout au moins dans la bouche ou sous la plume d'un certain nombre d'hommes politiques de droite. Donc là, je crois que c'est ce qu'il y a de positif. Après, il y a le négatif. Le négatif, il est incontestable, notamment ces dernières années. Le traitement policier outrancièrement répressif d'un certain nombre de mouvements sociaux, comme par exemple le mouvement Gezi. La remise en cause de la liberté de la presse, d'une certaine manière, par des arrestations de journalistes, par également le contrôle financier des organes de presse, par des pressions sur les rédactions, auprès des propriétaires des journaux pour que tel journaliste mal pensant soit évincé. Dans le domaine judiciaire, on voit très bien un processus de politisation de la justice, peut-être en réaction contre un autre processus de politisation qu'aurait amorcé la Djemat, des Fethullah, mais de toute manière, la réponse qui est apportée à ce problème n'est pas une réponse en termes d'état de droit. Et ça, c'est assez préoccupant. Donc, nous sommes dans une situation très curieuse parce que nous avons un président Erdogan qui affirme son hubris autoritaire de manière de plus en plus évidente et qui fait de plus en plus penser à la dérive de Adnan Menderes dans les années 1950. Je ne lui souhaite pas la même fin. Et d'un autre côté, ce président très autoritaire dans son comportement politique, par sa violence verbale à l'encontre de l'opposition parlementaire également, est celui qui reconsidère de manière universaliste la définition de la citoyenneté en Turquie, et qui parle de République de Turquie et non pas de République turque. Donc là, il y a une complexité, qui est la complexité de la politique et de l'histoire, qui est intéressante et qui nécessite une réponse nuancée à la question que vous me posiez. Je pense que Erdogan, enfin il le dit lui-même, se considère d'abord comme un musulman. Alors il est turc, il est même nationaliste turc, bien entendu, il est au service de son pays, mais sa définition morale, religieuse, est de type musulman. Il est musulman. Et là, c'est intéressant parce que nous oublions en France que l'islam est une religion universaliste, comme on disait lorsque j'étais jeune à l'école. Aujourd'hui, nous percevons l'islam sur un plan identitaire. On associe l'islam au particularisme, à une définition identitaire du politique, etc. Mais fondamentalement, l'islam est une religion universaliste. Et en tant que musulman croyant,
Erdogan était peut-être mieux placé pour comprendre, au fond, la revendication kurde ou la revendication arménienne. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que l'État turc reconnaisse, par exemple, le génocide arménien. Mais le génocide des Arméniens, il a été mis en œuvre par des nationalistes turcs qui avaient une définition ethno-confessionnelle de l'appartenance à la Turquie, par opposition au nationalisme arménien, au nationalisme arabe, etc. Et d'une certaine manière, tous ces partis qui se sont succédés, et même Mustafa Kemal, qui était quand même membre du comité Union et Progrès, même s'il était dans une relation conflictuelle avec Enver Pacha, ce qui d'une certaine manière l'a sauvé de participer, lui a épargné de participer au génocide des Arméniens, mais Mustafa Kemal s'inscrivait dans cette lignée assez largement. Donc là, on a un homme politique qui se définit religieusement, islamiquement, mais en ayant quand même présent à l'esprit cette dimension universaliste de l'islam. Il est d'ailleurs lui-même très engagé dans le dialogue des religions. Il n'a pas de problème avec ça. Et là, il y a une évolution qui est extrêmement intéressante et qui nous contraint, qui devrait nous contraindre à nous rappeler que l'islam est fondamentalement une religion universaliste qui, évidemment, peut pécher par relativisme, par relativisation de l'universalité des droits de l'homme, en disant ah, mais il y a des droits de l'homme version islamique. Ça, je crois que c'est pas effectivement acceptable de notre point de vue. Mais d'un autre côté, l'islam est une religion universaliste qui se situe aux antipodes de la définition ultranationaliste, ethno-confessionnelle en termes d'exclusion, qui malheureusement est la monnaie courante dans cette partie de la Méditerranée, aussi bien en Israël qu'en Irak, en Syrie ou que dans les Balkans, ou en Russie aujourd'hui. Moi, je parle un petit peu d'un jeu de rôle de clown triste, c'est-à-dire que dans cette histoire, c'est une espèce de récrimination. On a l'impression, vous savez, de ces deux clowns qui se retrouvent sur la piste et puis qui sont dans une espèce de jeu de rôle conflictuel, qui s'envoient des tartes à la figure, voilà, c'est un jeu de rôle qui rend souvent très stérile et un peu désespérante les réunions autour, à propos des relations entre la Turquie et l'Union européenne. Les choses sont peut-être en train de changer ou de se recaler, d'abord parce que l'Europe peut-être peut mieux comprendre aujourd'hui ce que serait le coût de la non-adhésion de la Turquie à l'Union européenne dans un environnement extrêmement troublé, l'Ukraine, l'Irak, la Syrie, Israël, Palestine, le Caucase. Donc on sent bien, me semble-t-il, j'espère en tout cas, dans les chancelleries qu'il devrait peut-être avoir mieux dans ce contexte la Turquie avec nous plutôt qu'ailleurs, voire contre nous. Et puis la Turquie elle-même est confrontée à des difficultés régionales qu'elle avait peut-être sous-estimées et comprend peut-être mieux elle-même l'avantage et d'une certaine manière le confort que lui apporte sa relation avec l'Union européenne, qui n'est peut-être pas une relation entièrement heureuse. Ce sera peut-être plus un mariage d'amour, mais un mariage de raison. Et nous sommes dans une situation qui est extrêmement ouverte, parce que d'abord, les différents conflits qui endeuillent la région ne sont pas clos, on s'en fout. Deuxièmement, parce qu'il y a de nouveaux ingrédients. Par exemple, la crise chypriote, aujourd'hui, doit tenir compte de la présence russe sur l'île, doit tenir compte des perspectives dans le domaine des hydrocarbures, et doit tenir compte aussi de l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Athènes, dont on ne sait pas encore exactement quelle sera sa politique sur la question chypriote. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais je crois qu'il y a une grande redistribution des cartes. Et grâce au ciel du côté français, nous avons aujourd'hui un gouvernement et un président de la République qui a une approche à la fois empathique et mesurée, qui, bien entendu, n'est pas d'accord avec tout sur la Turquie. Par exemple, la question du génocide des Arméniens reste entière et elle reste posée par la France, mais d'une manière beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus compréhensive que cela n'était le cas auparavant.
Et la situation, la situation et la position du président Hollande est délicate parce que les 5 années de la présidence Sarkozy naturellement laissent des traces et ont constitué en quelque sorte un traumatisme, mais il y a une approche qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus empathique et beaucoup plus constructive. Et ça, évidemment, c'est une nouvelle configuration par rapport à ce que nous avons connu ces dernières années et qui est une configuration encourageante.